Donc on a vu la fois dernière cette formule qu'on a démontrée lorsqu'on a plusieurs circuits fermés parcourus par des courants, comme indiqué ici, donc de 1 jusqu'à n circuits en interaction. Donc on a démontré que le flux qui traverse le circuit J, créé par tous les autres circuits, donc est donné par cette formule qu'on a ici. Donc la somme de 1 jusqu'à n de M kJ IK. Donc ce coefficient MKJ, c'est ce qui est donné ici, donc par cette double intégrale à travers le circuit J et le circuit K. Et donc K ici varie de 1 jusqu'à N. Donc ces définitions vont nous permettre, comme on va le voir dans un instant, de définir et de calculer l'énergie d'interaction, l'énergie potentielle magnétique d'interaction entre deux ou plusieurs circuits. Alors si je reviens à ces coefficients, à ce coefficient d'inductance, si K est différent de J, donc là on a une interaction entre deux circuits différents, dans ce cas on parle de coefficient d'inductance mutuelle. Mais si K est égal à J, c'est-à-dire le même circuit, par exemple le circuit CJ, donc il est parcouru par un courant, donc il crée un champ magnétique partout dans l'espace, et ce champ magnétique le traverse lui-même, et donc on peut dire que c'est une interaction du circuit avec lui-même. Dans ce cas on parle d'inductance propre. Voilà. Donc le flux magnétique, son unité c'est ce qu'on appelle le Weber. Donc c'est le Tesla fois mètre au carré, puisque le flux c'est donc le champ magnétique scalaire la surface, donc c'est le Tesla mètre carré. Quant aux coefficients définis ici, les coefficients d'inductance, leur unité elle est définie par le Henry. Donc 1 Henry, c'est le Weber par ampère. Donc c'est 1 Weber par ampère. Voilà. Donc maintenant, en utilisant ces définitions, on va définir ou calculer l'énergie d'interaction de deux circuits magnétiques fermés, et puis on va généraliser cette formule. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit rappel d'électrostatique. Donc si vous avez deux charges dans l'espace à une certaine distance, vous savez que l'énergie d'interaction de ce système de deux charges, donc l'énergie potentielle d'interaction, elle est donnée par Q1, Q2 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R. Et la définition de cette énergie potentielle, donc c'est le travail qu'un expérimentateur doit faire pour ramener ces charges de l'infini jusqu'à cette position où ils sont distants d'une distance R12. Donc cette expression, je peux l'écrire sous la forme Q1 fois Q2 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R12. Donc ça c'est Q1 fois, ça c'est l'expression du potentiel créé par la charge 2. À la position se trouve la charge 1. Donc ça c'est V créé par la charge 2 à la position de la charge 1. Mais vous voyez bien qu'on peut aussi l'écrire sous la forme Q2 fois Q1 sur 4pi epsilon 0, 1 sur R12. Donc ça c'est égal à Q2 V1 à travers 2. Donc l'énergie potentielle d'interaction du système des deux charges, c'est l'énergie potentielle de la particule 1 qui est égale à l'énergie potentielle de la particule 2, mais c'est l'énergie potentielle du système en réalité. Donc comme je viens de dire, cette énergie potentielle elle est définie par le travail qu'il faut faire pour ramener ces charges de l'infini jusqu'à cette position. Et donc si on a plusieurs charges, donc on démontre en électrostatique, donc si j'ai un système de charge discret, donc Q1 jusqu'à Qn charge, dans ce cas, l'énergie potentielle de ce système, donc c'est la même définition, c'est le travail qu'il faut faire pour
associer ces charges dans ce domaine de l'espace. Donc il est égal, on démontre que c'est donné par 1 demi la somme de QI VI. Alors QI donc c'est la charge I et VI c'est le potentiel créé par toutes les autres charges à la position de la charge I. Voilà, donc c'est ça que vous avez vu en électrostatique. Alors pourquoi j'ai fait ce rappel? Parce qu'on va voir qu'on va démontrer des formules très similaires ou analogues à ces formules. Donc on va utiliser le même raisonnement. Donc on revient ici au magnétisme, on a ces deux circuits C1 et C2, on veut déterminer, donc parcourir chacun par un courant I1 et I2, et on veut déterminer l'énergie potentielle d'interaction magnétique entre les deux circuits. Donc avant de calculer cette énergie, je rappelle juste que donc le circuit 1, puisqu'il est parcouru par un courant I1, donc il crée un champ magnétique partout dans l'espace, ce champ magnétique le traverse, donc on peut déjà définir une énergie magnétique potentielle du circuit lui-même propre, mais on ne va pas faire attention à cette énergie maintenant, on veut juste déterminer l'énergie d'interaction, donc entre le circuit 1 et un autre circuit, donc le circuit 2 ici. Donc on oublie l'énergie potentielle propre pour le moment. Alors on va supposer donc qu'on a le circuit C1 qui est isolé, donc qui se trouve dans cette position, et qu'on ramène le circuit 2 de l'infini jusqu'à cette position, à la position que vous voyez. Donc le circuit 1 il crée un champ magnétique comme on a dit B1 partout dans l'espace. Ce champ magnétique il traverse la surface délimitée par C2. Donc il crée un flux, donc le circuit 1 crée un flux qui traverse le circuit 2. Et donc on peut dire que le circuit 2 va acquérir une énergie potentielle donnée par la formule qu'on a vue. Donc moins I2 fois le flux créé par le circuit 1 à travers 2. Donc 1 à travers 2. Donc ça c'est égal à moins I2. Et maintenant on va utiliser la définition ou les définitions qu'on a vues lorsqu'on a étudié dans la section précédente l'interaction de plusieurs circuits magnétiques. Donc on a vu que ce flux, donc le flux qui traverse le circuit 2 créé par le circuit 1 est donné par M 1, 2 fois I1. Mais ça je peux l'écrire sous la forme moins I1 M 2, 1 I2. Pourquoi? Parce que on a vu que les coefficients d'inductance mutuelle sont symétriques à cause de leur expression mathématique. Si vous changez donc l'ordre d'intégration, ça ne change pas le coefficient. Et donc M12 est égal à M21. Mais ça, on voit bien que c'est moins I1. Le flux, donc cette expression, c'est le flux créé par le circuit 2 à travers le circuit 1. Donc ça, c'est l'énergie potentielle que va avoir le circuit 1 à cause du champ magnétique créé par le circuit 2 et qui traverse donc le circuit 1, donc il crée un flux. Le circuit 2 crée un flux magnétique qui traverse le circuit 1. Et donc le circuit 1 va avoir cette énergie potentielle magnétique. Donc ça, c'est égal à P1. Et donc ça, c'est, comme on a vu juste avant l'électrostatique, donc l'énergie potentielle d'interaction de deux circuits, c'est l'énergie potentielle de chaque circuit, c'est l'énergie potentielle du système. Donc c'est EP12. Donc du système des deux circuits. Donc là, c'est pareil, c'est la même définition physique. Cette énergie potentielle, on peut la définir comme étant le travail qu'il faut fournir pour ramener les deux circuits de l'infini jusqu'à cette position. Mais mathématiquement, donc en utilisant les définitions d'avant, on arrive donc à la formule de cette énergie. Bien, alors, en réalité, on ne l'écrit pas comme ça, on va l'écrire sous une forme un peu différente. Donc, puisque
I1 fois Φ2 à travers 1 est égal à I2 Φ1 à travers 2, je peux écrire donc EP12 sous la forme moins 1 demi I1. Donc là, je prends cette formule, Φ2 à travers 1 plus I2 Φ1 à travers 2. Parce que cette quantité est égale à cette quantité, donc la somme des deux donne 2 fois la quantité sur 2. Donc on revient à cette expression. On peut l'écrire sous cette forme. Alors, on peut aussi écrire Φ2 à travers 1 tout simplement sous la forme Φ1. Et ce flux, je peux l'écrire aussi sous la forme Φ2. C'est-à-dire que Φ1, c'est le flux qui traverse, magnétique qui traverse le circuit 1. Attention, il ne faut pas confondre, ce n'est pas le flux magnétique créé par le circuit 1, c'est le flux qui traverse le circuit 1. Et Φ2, c'est le flux magnétique qui traverse le circuit 2. Donc là, on a deux circuits, donc c'est bien le flux créé par le circuit 1 qui traverse le circuit 2. Donc au final, on arrive à cette formule. Moins 1 demi I1 Φ1 plus I2 Φ2. Et maintenant, on va essayer de généraliser cette formule à plusieurs circuits magnétiques. Mais on peut déjà voir l'analogie avec ce qu'on a vu juste tout à l'heure pour les charges en électrostatique. Donc I1 c'est l'équivalent de la charge et Φ1 c'est l'équivalent, ou Φ c'est l'équivalent du potentiel. Donc Φ1 ici, je rappelle, c'est le potentiel créé par le deuxième circuit sur le premier circuit, le circuit 1. C'est l'équivalent du potentiel créé par la charge 2 à la position de la charge 1. Très bien. Donc maintenant, passons au cas où on a trois circuits. Donc dans ce cas, pour établir l'énergie potentielle d'interaction, on va utiliser ce qu'on vient de voir juste avant, donc l'énergie potentielle de deux circuits, mais on va raisonner à la façon suivante. D'abord, il faut se rappeler donc là j'ai trois circuits, donc je peux écrire que le circuit 1, il interagit avec le circuit 2, ça va me donner une énergie potentielle d'interaction. Le circuit 1, mais attention, ça c'est équivalent à dire que le circuit 2 interagit avec 1, donc c'est l'énergie du système 1 et 2. Le circuit 1, il interagit avec le troisième circuit aussi. Ça me donne un autre terme d'énergie potentielle. Il me reste qu'une seule interaction, c'est entre 2 et 3, que je n'ai pas encore compté. Donc ça me donne EP de 3. Alors EP12, donc j'utilise ce qu'on avait juste avant, c'est moins I1 Φ2 à travers I1, ou alors je peux écrire ça c'est égal à moins I2 Φ1 à travers 2, c'est la même chose. Ici donc c'est pareil, moins I1 Φ3 à travers 1, donc le flux créé par le troisième circuit à travers 1, qui est égal, et cette formule est égale à moins I3 Φ1 à travers 3. Là c'est pareil, moins I2 ou I3, je fais comme je veux, c'est égaux, donc moins I2 Φ3 à travers 2. Alors notez bien l'ordre des notations ici, donc lorsque je commence par 1, ici c'est 1, et l'inverse est vrai. Donc si ici je mets 2, ici je dois mettre 1 et à travers 2. Bien, donc l'énergie totale du système, potentiel d'interaction, donc 1, 2, 3, est égale à la somme. Et donc, là également, comme tout à l'heure, cette énergie potentielle, elle correspond au travail qu'il faut effectuer pour associer ces circuits, pour les mettre dans ces positions à partir de l'infini. Donc j'écris moins I1, Φ2 à travers 1, pardon, moins, donc c'est moins I1, 3 à travers 1, moins I2,
Bien, alors maintenant ce qu'on va faire, c'est utiliser le fait que I1 phi 2 à travers 1 est égal à I2 phi 1 à travers 2. Donc ce terme, je vais l'écrire sous la forme moins 1 demi, I1 phi 2 à travers 1 plus I2 phi 1 à travers 2. Et je fais la même chose pour ce terme et pour ce terme. Donc on va obtenir moins 1 demi I1 phi 2 à travers 1 plus I2 phi 1 à travers 2 plus, je fais la même chose pour ce deuxième terme, plus I1, donc I1 phi 3 à travers 1 plus I3 phi 1 à travers 3. Donc ce terme est égal à ce terme. Donc ça plus ça me donne 2 fois ça. Sur 2, on retrouve ce terme. La même chose pour le dernier. Plus I2 phi 3 à travers 2 plus I3 Bien, alors maintenant on voit qu'on peut factoriser ici par I1. Donc I1 fois phi 2 à travers 1 plus phi 3 à travers 1. Ici je peux factoriser I2 fois phi 1 à travers 2 plus phi 3 à travers 2. Et je factorise par I3 aussi ce terme et ce terme. Et on obtient on va obtenir donc moins 1 demi I1 alors phi 2 à travers 1 plus phi 3 à travers 1 plus I2 phi 1 à travers 2 plus phi 3 à travers 2 plus I3 phi 1 à travers 3 plus phi 3 non, je me trompe ici plus phi 2 à travers 3. Et donc ça je le remplace par phi 1 comme on a fait tout à l'heure pour deux circuits. I1 phi 1 tout simplement plus I2 phi 2 plus I3. Donc phi 1 c'est le flux magnétique qui traverse le circuit 1 et qui est créé par tous les autres circuits. Donc c'est-à-dire le circuit 2 et 3. La même chose pour phi 2 et la même chose pour phi 3. Donc on voit bien qu'on peut généraliser cette formule si on a un circuit magnétique. Si on a un circuit, le même raisonnement s'applique et on obtient l'énergie potentielle pour un circuit moins 1 demi la somme de I variant de 1 jusqu'à N II phi I. Donc phi I c'est le flux qui traverse le circuit I et qui est créé par tous les autres circuits magnétique fermé. Voilà, donc là on arrive et on voit qu'on a une analogie directe avec le résultat que je vous ai montré tout à l'heure de l'électrostatique. Donc on arrive à cette formule comme je viens d'expliquer. Donc ça c'est la fin de ce chapitre et on passe au deuxième chapitre, donc le chapitre induction magnétique. Donc le chapitre 1, on a traité tout ce qui était phénomène statique, donc c'est ce qu'on appelle la magnétostatique, donc les effets magnétiques créés par des courants, distribution de courants qui ne dépendent pas du temps. Alors ici dans ce chapitre, on va voir que ici on s'intéresse à ce qu'on appelle les phénomènes variables. Donc les courants ou les distributions de courants ou les champs de manière générale
peuvent dépendre du temps, vont être des fonctions du temps. Et dans ce cas, on va voir que des phénomènes nouveaux vont apparaître. Donc, parmi ces phénomènes, il y a le phénomène d'induction magnétique. Alors, pour comprendre un peu, ou pour comment aborder ce phénomène, revenons au début de ce cours, de ce chapitre. Donc, si vous vous rappelez, au début de ce cours, donc, on a vu que le physicien chimiste Christian Ørsted, danois, vers 1819, donc c'est lui qui a démontré, en faisant circuler un courant électrique dans un circuit fermé, et en mettant à côté donc, une aiguille, une boussole, donc une aiguille aimantée, il a observé que l'aiguille donc, change de direction lorsque le courant circule. Et donc à partir de là, il a démontré que le courant électrique, c'est ce qui crée ce qu'on appelle donc, un champ magnétique. Donc les effets magnétiques sont le produit d'électricité ou de phénomènes électriques. Donc à chaque fois qu'on a un déplacement de charge, on a des effets magnétiques. Donc le magnétisme est le résultat de l'électricité. Donc un courant I, c'est ce qui nous crée donc un champ magnétique ou potentiel vecteur. Donc on peut avoir un courant I ou une distribution volumique de courant dans le volume. Alors on peut se poser la question inverse. Si on a un champ magnétique, donc d'abord ces courants donc statiques nous créent un champ magnétique statique. Donc on peut se poser la question inverse. Est-ce qu'un champ magnétique statique peut nous créer un courant permanent? Et ce physicien et chimiste anglais qui s'appelle Michael Faraday, qui est né en 1791, il s'est posé justement cette question. Donc il se pose la question si un champ magnétique peut créer un courant électrique permanent. Et donc il a fait une série d'expériences, on va voir quelques-unes, pour essayer de répondre à cette question. Donc cette première expérience qui est très simple, donc on a un circuit fermé. Pour la simplifier, donc ici on a un circuit fermé relié. On peut prendre juste un circuit fermé et il l'a relié à un galvanomètre. Alors vous savez ce que c'est un galvanomètre? Un galvanomètre, donc c'est un instrument qui permet de détecter le passage de courant. Donc si un courant circule dans un circuit, l'aiguille du galvanomètre, elle va dévier dans une certaine direction. Si le courant circule dans le sens inverse, elle va dévier vers le sens inverse. Donc, Michael Faraday, il a essayé de voir donc si, en approchant un champ magnétique, par exemple ici dans cette direction, et qui va traverser ce circuit fermé, il a essayé de voir donc s'il obtient un courant. Et si la réponse est oui, dans ce cas, ça veut dire que la réponse à sa question c'est oui. Donc l'inverse à ce qu'on connaît, c'est-à-dire courant électrique crée un champ magnétique, est vrai aussi. Donc il a effectué cette expérience et qu'est-ce qu'il observe? Malheureusement, il n'y a pas de courant. Donc en approchant un champ magnétique d'un circuit fermé, donc comme celui-là par exemple, ou juste une seule loupe, donc un seul fil, on n'obtient pas de courant. Mais il a noté quelque chose d'intéressant, qu'il n'a pas compris au départ, mais qu'il a fini par comprendre par la suite, c'est que au début de l'expérience, et à la fin de l'expérience, donc au début de l'expérience, si on fait cette expérience, on prend l'aimant, on le rapproche du circuit. Et à la fin de l'expérience aussi, donc il a noté la même chose, et à la fin de l'expérience, ici on éloigne l'aimant, qu'est-ce qu'il a observé? Il a observé au début de l'expérience que l'aiguille du galvanomètre dévie un peu et revient à sa position d'équilibre.
Et à la fin de l'expérience, elle dévie, mais dans le sens inverse. Donc elle dévie juste un moment, il revient à sa position d'équilibre. Donc ça, c'était pas clair au début, mais au final, il a réussi à comprendre. Mais il a fait plusieurs expériences. Donc l'une des expériences plus sophistiquées que la première, c'est celle qui est montrée ici. Donc ici, on a un circuit alimenté par une batterie. Et donc ce circuit, il va créer un champ magnétique. Donc ici, on a le courant. Si vous utilisez la règle de la main droite, donc ça vous donne un champ magnétique qui va être dirigé. Il traverse le circuit dans cette direction. Mais pour éviter, en fait, dans la première expérience, on voit que les lignes de champ, beaucoup de lignes de champ ne traversent pas le circuit. Donc il y a beaucoup de pertes. Pour éviter ce problème, il a mis ici un noyau de fer qui traverse ce premier circuit et le deuxième circuit où on veut, donc là on a un galvanomètre, c'est là qu'on veut détecter s'il y a un courant. Pourquoi il a mis ce noyau de fer? Parce que le fer, c'est un matériau très magnétique, donc dès qu'on applique un champ magnétique sur ce matériau, il devient magnétique. Donc les lignes de champ ici créées par ce circuit primaire donc vont rester dans le fer, ne vont pas se disperser. Il y aura beaucoup moins de pertes que comparé à cette expérience. Donc pratiquement toutes les lignes de champ vont traverser le deuxième circuit qu'on a ici. Donc là, il n'y a pas de perte. Et s'il n'y a pas de perte, là, on peut vraiment être sûr que si le champ magnétique traverse, est-ce qu'il va vraiment créer un courant ou non? Ben là aussi, malheureusement, la réponse, pas de courant. Mais là aussi, il constate quelque chose d'intéressant, et c'est toujours au début ou à la fin de l'expérience. Alors, lorsqu'il commence son expérience, au niveau du galvanomètre, il remarque que l'aiguille tourne dans une certaine direction, rapidement, et elle revient à sa position d'équilibre. Donc, le même effet observé avec l'aimant. Et à la fin de l'expérience, la même chose, l'aiguille tourne, donc elle indique un passage de courant, mais dans le sens inverse. Et puis revient à sa position d'équilibre. Donc, après la série d'expériences que Faraday a fait, il a fini par comprendre ce qui se passe. D'abord, pour comprendre ce qui se passe, il faut essayer de comprendre quel est le point commun entre cette expérience et cette expérience. Pourquoi ici au début et à la fin de l'expérience, et dans cette expérience de la même chose au début et à la fin, c'est là qu'on observe un bref passage de courant. Si on analyse bien, si je reprends la première expérience la plus simple, qu'est-ce qui se passe au début de l'expérience? Ce qui se passe, c'est tout simplement, donc là on a le galvanomètre, au début de l'expérience, donc comme j'ai dit, on rapproche l'aimant du circuit fermé. Donc lorsque je rapproche l'aimant, là c'est le flux qui traverse le circuit, en rapprochant l'aimant du circuit, plus je rapproche l'aimant, plus les lignes de champ qui traversent le circuit ou la surface du circuit augmentent. Donc on voit ici, on voit bien que les lignes de champ vont diverger, certaines ne vont pas traverser le circuit. Donc, mais si je suis très proche, dans ce cas, le nombre de lignes de champ, donc le flux augmente. C'est-à-dire en approchant l'aimant du circuit fermé, le flux, il dépend du temps, ça c'est la première chose, parce qu'il varie avec le temps. Donc plus j'approche l'aimant, plus le flux augmente. Donc c'est une fonction du temps, c'est une fonction croissante du temps. Donc là, en fait, j'ai une variation de flux au début de l'expérience. Et là, ça me donne un passage de courant, un bref passage de courant. Et à la fin de l'expérience, qu'est-ce qui se passe à la fin de l'expérience? Donc supposons maintenant j'éloigne l'aimant. Si j'éloigne l'aimant, le nombre de lignes de champ qui traversent le circuit vont diminuer, donc ils vont diverger. Si l'aimant se trouve très loin, ici,
Dans ce cas, le nombre de lignes de champ qui vont dans le vide augmente. Et donc, dans ce cas, le flux est aussi une fonction du temps, mais il diminue. Donc, à la fin de l'expérience, lorsque j'éloigne l'aimant, j'ai une variation de flux, mais une variation qui est négative. Donc, le flux, c'est une fonction décroissante du temps. Et alors maintenant, d'accord, donc on comprend ça, mais quel est le point commun? Pourquoi on observe la même chose au niveau du circuit de la deuxième expérience, dans laquelle ici on n'a pas vraiment d'aimant, mais on a un courant qui va créer un champ magnétique. Ben là, lorsque je ferme l'interrupteur, même si cette pile elle donne un courant qui ne dépend pas du temps, donc permanent, mais lorsqu'on ferme l'interrupteur, donc si par exemple cette pile nous donne 1 ampère, la pile, donc le courant est égal à 1 ampère, pardon, donc ce courant, il ne va pas passer instantanément lorsque le circuit est ouvert, lorsque l'interrupteur est ouvert, donc là c'est I égale à 0, il ne va pas passer de 0 à 1 ampère instantanément. Il y a un passage, un régime qu'on appelle transitoire, qui dépend du temps. Donc le courant, il va mettre une certaine durée de temps, pardonnez-moi, donc delta t, pour passer de 0 jusqu'à 1 ampère. Donc dans cette durée de temps, I est une fonction du temps, donc ça crée un champ magnétique qui dépend du temps, et donc un flux qui dépend du temps, variable. Donc là, on retrouve le point commun avec l'expérience qu'on a vue avant. Donc là, le flux il augmente, puisque le courant augmente, B augmente, le flux il augmente à travers le deuxième circuit. Donc ça, c'est positif, cette variation elle est positive. Et à la fin de l'expérience, la même chose, le courant, donc il va passer de 1 ampère à 0, mais pas instantanément, il va mettre un certain temps, donc delta t, et dans ce temps, là aussi, on a une variation de flux, mais cette fois, elle est négative. Donc on comprend le point commun entre la première expérience et la deuxième expérience. Et donc c'est ce que Faraday a fini par comprendre. Il a compris que le passage de courant indiqué par le galvanomètre, il a lieu